Le colloque démarche prospective ADEME-CSTB. Comment utiliser la prospective dans votre organisation ? Bonjour à tous, Pauline Polgard, directrice de la rédaction de Bâti Actu. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière séquence de notre colloque Imaginons ensemble les bâtiments de demain. Je crois que ce mot ensemble, on l'aura bien utilisé tout au long de cet après-midi et on aura bien vu son importance. Nous allons vous présenter le retour d'expérience de 3 acteurs qui se sont d'ores et déjà emparés de cette boîte à outils que proposent l'ADEME et le CSTB avec cette démarche et qui ont mené des ateliers au sein même de leurs organisations, de leurs entreprises. Comment se sont déroulés ces ateliers et surtout qu'en ont-ils ressorti? Quelles expériences et quelles perspectives cela leur a permis d'envisager et que tirent-ils de cette expérience? C'est ce que nous allons voir maintenant avec nos 3 intervenants. Je suis ravie d'accueillir Chantal Degan. Bonjour Chantal, vous êtes bonjour. Directrice adjointe du département stratégie et régulation d'EDF. Nous avons également à distance avec nous Gwenaëlle Chabroulet. Vous êtes directrice de l'ARP Astrance, cabinet de conseil. Bonjour à vous. Et enfin, en plateau, Monsieur Marc Malenfer, vous êtes de la mission Veille et Prospective de l'INRS. Et alors, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par le seul homme de cette table ronde. Voilà, peut-être sur cette première partie, comment a été traitée la prospective chez vous jusque-là? Et puis finalement, pourquoi être rentré dans cette démarche? Je crois qu'en plus, à l'INRS, voilà, vous aviez un objectif très précis et spécifique. Oui, alors l'INRS, c'est l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la manière dont on peut prévenir les problèmes et améliorer les conditions de travail des salariés. Et l'INRS pratique la prospective en fait de manière assez structurée depuis bientôt une dizaine d'années. Parce que l'Institut ayant aussi une activité de recherche importante, il a besoin, pour faire de la prévention, de pouvoir anticiper les risques et se préparer au mieux aux transformations du travail qui sont à l'œuvre. Donc, de ce fait, on a une certaine expérience en matière de pratique de la prospective. Et le CSTB et l'ADEME nous ont sollicité pour contribuer au groupe de prospective qui mettait en place. L'idée étant, et c'était convenu avec eux dès le début, qu'on puisse derrière s'approprier ce travail également pour développer un travail plus spécifique sur les enjeux de santé et sécurité au travail qui vont découler des transformations du bâtiment. Donc finalement, de ces 22 facteurs qui vous ont été présentés pendant cette démarche, vous en avez sélectionné quelques-uns qui étaient orientés vers ce prisme sécurité, santé, prévention. Tout à fait. En fait, on n'a même pas attendu la fin du travail du groupe sur la scénarisation, parce qu'on a fait le choix de sélectionner parmi les 22 facteurs clés 7 facteurs qui nous paraissaient, nous, être les plus déterminants en matière de conditions de travail. C'est essentiellement des variables de la composante offre, mais il y a aussi la variable sur les politiques techniques. Il y a également celle sur l'occupation des bâtiments non résidentiels. Et donc, à partir de ces variables, avec un groupe ad hoc composé de spécialistes de la santé et sécurité au travail qui connaissent le secteur du bâtiment et aussi de représentants d'entreprises, on a construit en fait nos propres scénarios sur ces composantes travail, emploi, etc., pour pouvoir se projeter sur finalement, anticiper un petit peu les éléments dont nous avons substantifique moelle de santé, sécurité et prévention. Merci beaucoup. Alors, Madame Degan, de votre côté également, évidemment, vous traitez déjà de prospective. Il y a une branche d'EDF, je crois que c'est EDF R&D, notamment qui en parle beaucoup. Finalement, qu'est-ce qui vous a intéressé à aller encore plus loin avec cette démarche-là? D'abord parce que la prospective, c'est essentiel pour nous. Ça nous permet d'éclairer l'avenir, d'éclairer les avenirs possibles. La prospective, ça se décline déjà dans nos programmes de recherche avec EDF R&D, dans ce qui s'appelle le laboratoire des tendances, ce qui donne des boussoles. Donc l'idée, c'est d'avoir un cap et d'essayer de naviguer sur ce chemin vers l'inconnu.
Et puis le bâtiment, pour nous, c'est quand même un secteur essentiel, à la fois en termes de consommation, c'est plus de 40% des consommations de la France, et c'est plus de 26% des émissions de CO2. Et donc ce bâtiment, c'est quelque chose de curieux, d'intéressant, et sur lequel on souhaite travailler au quotidien. Et juste pour vous dire aussi que EDF a créé il y a très peu de temps une direction de la stratégie d'innovation, et qu'on s'oriente bien vers des situations de regarder ce bâtiment et de voir ce que l'on peut en faire et quel peut être notre rôle. Donc pour nous, c'est assez essentiel. Ça nous permet de nous projeter dans le métier de demain et de voir ce que l'on peut apporter en termes de service à nos clients finaux. Donc concrètement, vous avez mis en place, donc il y a déjà cette partie prospective que vous faites en interne, vous pilotez donc ce programme R&D chez EDF, mais également donc vous avez mis en place des ateliers spécifiques avec Jean-Christophe et Alban, c'est ça ? On a fait ça immédiatement en fait. C'est-à-dire que le matin, c'était la restitution des travaux, donc restitution que vous connaissez maintenant, et l'après-midi, immédiatement, on s'est dit, et alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Et on a pris un scénario à bras-le-corps, on l'a secoué dans tous les sens, on se dit, on part de celui-là, mais on sait qu'on peut en faire d'autres. Et puis, on se dit, and so what pour nous ? Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça veut dire pour nos clients ? Qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter ? Et donc, finalement, re-questionner votre propre rôle à travers ces ateliers. Exactement, parce qu'il est toujours difficile de demander à un client ce qu'il veut. Le besoin implicite est beaucoup plus facile à cerner, donc via la prospective, besoin explicite moins. Donc ça nous a permis d'explorer des choses un peu ébouriffantes. On s'est amusé aussi. Alors on va en parler justement plus précisément. Madame Chabroulet, donc nous vous rejoignons à l'instant. Vous aussi peut-être, en quelques mots, peut-être présentez-nous à RP Astrans, et puis aussi l'intérêt de cette démarche prospective pour vous. Je crois qu'en plus l'atelier vous l'avez mené très récemment. Hein. Absolument, l'atelier a été mené très récemment. Donc, je vais dire quelques mots sur RP Astrans qui aidera peut-être aussi les personnes à comprendre ce qui nous a invités à rejoindre la démarche de l'ADEME et du CSTB. Donc, RP Astrans, c'est une société de conseil qui est dédiée au monde de l'immobilier. Donc, on travaille sur des phases très amont de projet ou très avant en définissant des stratégies immobilières, des stratégies workplace, en travaillant sur la programmation immobilière, et on travaille sur différentes échelles et différents types d'objets immobiliers, donc le quartier, le bâtiment, l'aménagement intérieur, et donc tout type d'activité économique qui va du bureau jusqu'à la logistique, en passant par le logement ou par les équipements d'enseignement et de culture, par exemple. Donc on est une équipe qui est une équipe jeune, qui est une équipe qui est engagée, et j'y reviendrai puisque ça n'est pas sans lien avec la façon dont on a permis à l'équipe de s'approprier cette très belle étude qui a été menée par l'ADEME et le CSTB. Donc quand on est un acteur du conseil comme RP Astrans, il est primordial d'intégrer les évolutions de notre secteur. Donc pour l'immobilier, c'est non seulement les innovations technologiques amenées par le BIM, par le numérique, par les innovations des écomatériaux, par les solutions de production, distribution, de stockage d'énergie par exemple, qui sont des sujets qu'on adresse puisque au sein de nos expertises, nous avons toute une dimension d'ingénierie environnementale et de biodiversité. Et il y a également pour nous un élément qui est essentiel, que nous travaillons depuis plusieurs années, qui sont les innovations en termes d'usage, avec l'hybridation des lieux, les co-living, les coworking. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de regarder cette hybridation des transformations et les transformations de l'immobilier et aussi les transformations des acteurs économiques qui logent leur activité dans les bâtiments. Et là, en plus, on était sur quelque chose où on était tous ensemble, justement. Enfin, voilà, il y avait l'ensemble des acteurs qui étaient avec vous. Absolument. Donc, ce qui nous a intéressé, c'est que cette étude, en regardant ces 22 facteurs et donc ces 4 grands paramètres, nous permet de regarder tous les différents leviers auxquels on pourrait être confronté et de donner des clés de lecture de situations qui sont parfois floues, qui sont parfois incertaines et qui nécessitent pour nous de travailler avec parfois plusieurs trajectoires Bien possibles. sûr. Et alors justement, concrètement, comment est-ce que c'est organisé l'atelier chez vous ? Donc c'était tout récemment ? Alors l'atelier chez nous, d'abord, il y a un premier élément qui est important, c'est que c'est peut-être un élément qui n'a pas été complètement abordé, mais je pense qu'aujourd'hui, on a une population en particulier plus jeunes qui sont perturbés par un avenir qui est incertain, qui est un avenir qui est flou. Et notre mission en tant qu'employeur, c'est aussi de donner à cette population, surtout quand c'est des consultants qui travaillent sur des sujets comme l'adaptation au changement climatique ou l'avenir du métier de l'immobilier, de leur donner des outils de repérage qui permettent, un peu comme une voie d'escalade,
escalade, hein, de trouver des repères et des appuis. Et on sait que quand on commence une voie, si on n'a pas regardé à peu près le trajet et qu'on n'a pas anticipé, ça peut entraîner la catastrophe. Donc, on a décidé de ne pas réserver en fait cet atelier qui était proposé dans le cadre du partenariat avec l'ADEME et le CSTB, de le réserver à quelques personnes, mais on a bien invité l'ensemble de l'équipe à pouvoir profiter de cet atelier. Et on a demandé, parce que nous travaillons sur tout type d'actifs, d'observer quatre différents bâtiments, et pour chacun de ces bâtiments, de regarder comment les 4 scénarios pouvaient impacter la programmation, la construction, la conception et l'exploitation de ces bâtiments. Et donc finalement, il y avait des jeunes et des comités de direction. Vous étiez tous mélangés et pouvoir vous emparer de tout cet outil. Et vous m'aviez du coup évoqué un premier mot, voilà, c'est que ça vous avait aidé. Alors oui, c'est un peu ce que j'évoquais tout de suite, c'est que un des mots qui a été évoqué dans les synthèses qui ont été faites, c'est que cet outil permet d'être rassurant. C'est-à-dire que même si on sait qu'aucun de ces scénarios en tant que tel va se réaliser dans sa complétude, on a un certain nombre de points de repère qui nous permettent de naviguer dans des champs possibles. Et comme ça a été évoqué tout à l'heure, les actions que nous mènerons pourront influencer un scénario qui serait plus un immobilier as a service, ou qui serait plus difficile de tout faire malheureusement, ou pénurie encore plus malheureusement, ou rééquilibrage qui est peut-être un avenir un peu plus souhaitable, comme l'immobilier as a service. Donc le fait que ce soit formulé, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est quelqu'un de l'équipe qui l'a dit, c'est rassurant, c'est-à-dire qu'on a des outils qui nous permettent aussi de changer peut-être un certain nombre de regards que nous avons. On a tous des convictions, on a tous des certitudes qui peuvent être des certitudes d'un jour, par exemple. Ça a été évoqué tout à l'heure. Est-ce que le télétravail sous sa forme actuelle est quelque chose qu'on verra encore dans 5 ans et dans 10 ans? Voilà, comment on va évoluer par rapport à nos attentes, par rapport à nos logements? Tout ça, c'est des choses qui peuvent évoluer. Et donc, nos certitudes et nos convictions, parfois, il faut les mettre de côté, entre parenthèses, ou au contraire, se laisser aussi porter par des attentes de nos clients. Et avoir ces différents scénarios, ça nous permet d'avoir un champ qui est un champ qui nous permet de regarder et d'avoir des regards différents, et également d'avoir des perspectives qui nous permettent des dialogues avec nos partenaires et avec les personnes pour qui nous travaillons. Et alors justement, donc vous disiez des invariants aussi dans ce que vous avez pu voir. Et on a parlé d'éco-circularité, de réversibilité, de la végétalisation. C'était des facteurs sur lesquels beaucoup ont été évoqués, et vous-même vous en emparez. Qu'est-ce que ça change aussi dans votre façon de travailler ? Alors les invariants que vous évoquez là sont en effet des mots qui sont quasiment revenus dans l'ensemble des synthèses qui ont été produites. On avait donc 4 groupes, 4 bâtiments, 4 scénarios. Donc, on a eu des synthèses qui étaient très, très riches. Et le sujet de l'adaptabilité de notre patrimoine, de la réversibilité des bâtiments est un sujet qui a été mentionné quasiment dans tous les scénarios, au même titre que la présence de nature en ville, comme un élément nécessaire pour bien vivre les évolutions d'une densification nouvelle de la ville qui est peut-être nécessaire. Donc on a quand même un certain nombre de points comme ces 2 que je viens d'évoquer et la nécessité du réemploi et de l'économie circulaire qui ont été évoqués par l'équipe. Je ne vais pas parler forcément des évolutions par rapport à nos métiers, mais les envies en fait que ça a provoqué dans l'équipe. Oui, bien sûr. Je pense que c'est important de mentionner les envies. Hein, c'est des très bons moteurs, je trouve, pour une équipe de consultants pour se travailler. Ça a été d'aller encore plus loin dans la transversalité de nos métiers. Donc, on a la chance d'avoir au sein de la même équipe des écologues, des ingénieurs, des programmistes, des personnes qui viennent d'horizons très différents, qui ont des expertises très pointues, avec des bases scientifiques et des bases opérationnelles. Et ce dont ils se sont rendus compte, c'est qu'il faut qu'on apporte des solutions qui sont à la fois dans le hard et dans le soft, c'est-à-dire qu'ils sont dans les solutions techniques, mais pas que, dans les solutions d'ingénierie, mais pas que, également dans l'usage et dans la façon de faire les projets, avec un maximum de co-construction et de travail avec plusieurs expertises qui apportent une pierre à l'édifice. Donc tout à l'heure, c'était les Lego qui étaient évoqués. Donc voilà, donc c'est un peu finalement, oui, ce désilotage qu'on pouvait évoquer au niveau de la filière, vous le voyez aussi finalement au niveau de chacun de vos pôles. Alors peut-être enfin, finalement, par les différents scénarios qui vous ont été présentés, qu'est-ce que vous en avez retiré finalement ?
Alors, les scénaristes que j'en ai retirés, c'est qu'il y a un nombre de facteurs qui est très important, puisqu'au nombre de 22. Voilà, j'invite vraiment ceux qui n'ont pas encore eu la chance ou le temps d'aller voir sur le site. Il y a des éléments qui sont extrêmement riches. Les fiches techniques, par exemple, je vais prendre un exemple qui est celui des risques écosystémiques, où on a trois trajectoires qui sont très différentes. Donc, la trajectoire qui est une trajectoire qui nous permet d'anticiper, de faire la meilleure gestion de risque, soit la notion d'électrochoc qui fait qu'on n'anticipe pas assez, mais en revanche, on réagit tous et donc on permet d'aller vers des avenirs plus souhaitables, ou le troisième qui fait qu'on n'anticipe pas du tout et qu'on va vraiment vers un avenir qui est très, très difficile. Donc, pour moi, ce que ça apporte, c'est que voilà, ça questionne des possibles à l'intérieur de chacun de ces facteurs et que ça donne une visibilité sur ce sur quoi, par rapport à nos métiers, par rapport aux acteurs avec lesquels on travaille, quels sont les points sur lesquels on devrait appuyer plus fort, parce que là, on aura le maximum d'effets. La valeur ajoutée la plus forte de votre activité. Exactement. Donc, le mot obsolescence a été évoqué au démarrage du colloque comme un élément très important, comment on traite l'obsolescence de notre patrimoine. Et donc, c'est un sujet, par exemple, qui nous préoccupe beaucoup. Alors, on a un héritage qui vient des bâtiments qui nous ont été donnés. On est en train de produire un autre héritage. Voilà. Et comment on travaille pour transformer tout ce que nous avons ici, et pour travailler sur des modifications en fait de notre patrimoine, il faut aller chercher des leviers qui sont des leviers en effet non seulement techniques, non seulement d'usage, mais également d'envie et de mobilisation des acteurs, et aussi du champ réglementaire et du champ politique. C'est ce qu'on voit bien. On a nous mené des études des études sur quelles évolutions on devrait avoir par rapport à la construction neuve, par exemple. On est en train de travailler sur une autre étude du lien entre zones commerciales et pourraient-elles devenir des futurs quartiers du quart d'heure. On voit bien que pour traiter ces sujets-là, il faut aller chercher plein de leviers qui sont des leviers qui permettent de traiter non seulement des sujets de capacité technique à réaliser ce type de projet, mais également à mobiliser des leviers qui sont de l'ordre de la finance ou de l'ordre du réglementaire. On le voit encore, donc, de ces nombreux facteurs. Chantal, merci beaucoup à Madame Chabroulet. Je vous reprends tout à l'heure pour le mot de la fin. Chantal Degan d'EDF. Alors vous, comment concrètement ça s'est passé finalement? Donc vous avez mené ces ateliers. Qu'est-ce que vous en avez fait? Vous nous le disiez, qu'est-ce que vous en avez ressorti? Quel apport ça a eu? D'abord, ça nous a permis de conforter quelques éléments du programme de recherche de cette année. Donc, ces programmes de recherche, en fait, appuient les opérationnels et les stratégies sur le développement de nouveaux objets, nouveaux outils. Et donc, on s'est dit, finalement, il y a des choses qui nous semblent être des grandes tendances de fond. Tout à l'heure, un des intervenants parlait de notion de confort. Et puis après, on s'est égaré sur des choses qui étaient un peu différentes et disruptives, parce qu'on était poussé par ça, par les scénarios, notamment, par exemple, le confort dans l'habitat et puis l'isolation. On s'est dit, mais l'isolation, ça coûte cher, la rénovation, ça coûte cher, il faut des isolants. Et peut-être qu'il y a d'autres moyens d'y arriver. Et on est allé toujours sur la randonnée, avec le cap, la boussole et le reste. On s'est dit, mais en randonnée, il existe des vêtements techniques. Et s'il existait des isolants ou des papiers peints ou des tissus techniques qui feraient du chaud et du froid, qui permettraient de chauffer ou de rafraîchir dans le logement, ce serait bien. Donc ce serait une isolation easy, très agréable. Donc c'était l'une des pistes un peu loufoques, je vous l'avoue, et très loin de nos métiers. N'empêche que... On a déjà vu le côté isolation, vêtements, ça c'est des choses qui se voient. Alors c'est vrai que donc, pas encore la partie isolation technique. Exactement, et là je pense que c'est vraiment une voie d'avenir, puisque tout à l'heure Madame la ministre parlait de coût. Il faut penser à ce coût dans cette rupture et le bâtiment de demain. La deuxième idée, elle était basée plus sur quelque chose que l'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, EDF fait une offre pompe à chaleur, PAC, 10 ans, tout compris, l'installation, la mise en fonctionnement, et puis ensuite la maintenance, et puis l'entretien, pour un forfait pas cher du tout par mois. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, il est le suivant, c'est que quelquefois, on a besoin, pour un ménage, du tout confort et sans souci, et que quelquefois, on a besoin de solutions agiles, d'un seul coup, de plug and play, de solutions qui arrivent dans le bâtiment pour répondre à des besoins. Alors ça peut être de ventilation, ça peut être de chauffage, ça peut être de rafraîchissement, ça peut être de climatisation, et que l'urgence parfois fait qu'on en a besoin rapidement, et qu'au dernier moment, c'est toujours difficile.
Voilà, donc finalement, c'est deux manières de voir. Donc, une idée de réfléchir à une R&D pure et simple. Voilà, je pars d'un vêtement technique, est-ce que je peux pas faire quelque chose à faire? Ou aussi de réfléchir sur vos offres, sur les services que vous pouvez apporter et comment vous pouvez vous rentrer aussi dans certains scénarios de bâtiments comme le service, etc. Et finalement, ça vous re-questionne aussi sur votre raison d'être? Oui. Alors, pas re-questionner. Raison d'être, peut-être c'est fort aujourd'hui, mais peut-être plus sur votre EDF. Voilà, c'est le fournisseur d'électricité. Mais finalement, on voit que là, en proposant un nouvel isolant ou une offre PAC, vous n'êtes plus dans votre activité historique, j'ai envie de dire. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fera ça tout seul. On aura peut-être des partenaires. Par contre, notre raison d'être, c'est quand même d'aider à décarboner, d'être acteur de la transition énergétique et environnementale, d'être un acteur du bas carbone. Et donc, c'est comment est-ce que l'on peut se positionner par rapport à nos clients de demain. Alors aujourd'hui, c'est essentiellement la fourniture et c'est important. Donc, on les conseille pour économiser leur consommation. Mais demain, ça sera le service. Et un service qui est beaucoup plus large. Par exemple, quand vous voyez les ménages qui posent des panneaux PV sur le toit, on offre le service d'optimisation de cette utilisation de la production du panneau PV avec les usages électriques dans le logement. Donc, on se déplace et on déplace notre centre de gravité vers d'autres types de métiers vis-à-vis des clients. Et donc, il faut qu'on soit à l'écoute de leurs besoins. Et comme le bâtiment, c'est un élément important de leurs besoins, on explore les différents possibles. Et c'est ce que cette prospective, cette boîte à outils vous a permis de pousser encore? Alors, on n'a pas fini de l'exploiter parce que je pense qu'elle est très riche et il faut qu'on se l'approprie pleinement, voire qu'on diffuse aussi au sein de d'autres personnes au sein de la RN. Mais oui, ça nous aide à réfléchir différemment. Ça nous conforte sur certaines de nos études. Sur d'autres, ça nous interroge. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on aille un petit peu plus loin. Oui. Est-ce que parfois, ça vous inquiète? Non, parce moi, non, pas du tout, parce que je suis une optimiste incroyable. Je pense que si on a l'intelligence de regarder un petit peu plus loin et de se poser des bonnes questions, on fera le meilleur possible, et puis ensemble, avec des partenaires. Donc non, tant qu'on peut encore faire des choses, il faut rester résolument optimiste. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Malenfer, forcément, je me retourne aussi vers vous. Donc, on voit que vous avez eu ce prisme santé, sécurité, prévention dans le milieu du bâtiment, mais finalement, voilà, comment vous en êtes emparé? Qu'est-ce qui ressort de tous ces scénarios? Alors, ce qu'on a retenu en fait de ce travail, et c'est autour de ça qu'on va structurer les enseignements, c'est qu'il y a des moteurs de transformation de la filière bâtiment qui sont très forts et auxquels elle n'échappera pas, quel que soit le scénario. Après, ça va être une question de dosage et d'équilibre entre ces différentes dimensions. La première de ces dimensions, c'est la numérisation. On le voit, alors ça se traduit par de l'outillage, par la mise en place du BIM et son extension, mais ça peut se traduire aussi par des modifications qui deviennent ensuite des modifications organisationnelles de la filière. Là, je pense par exemple à la plateformisation. Et donc ça, c'est la numérisation qui traverse le monde du travail. Elle va avoir des répercussions également sur la filière construction, avec des conséquences sans doute en matière de santé-sécurité au travail. Donc il faut qu'on regarde ça. La deuxième dimension, c'est la transition environnementale. On a parlé beaucoup aujourd'hui d'économie d'énergie, de rénovation du bâti. Les ambitions en matière de rénovation de logements notamment sont extrêmement fortes, mais derrière se pose la question de la manière dont on fait, c'est-à-dire quel est le modèle économique qui est derrière, quelle est la main-d'œuvre, est-ce que la main-d'œuvre est disponible pour faire ces travaux, est-ce qu'elle a les qualifications nécessaires, donc il y a plein de questions, et les conditions dont seront menés ces chantiers sont à surveiller. Parce qu'il y a une aussi. histoire de coactivité également. Enfin voilà, ce sont des points importants en santé-sécurité. Voilà, il y a la question, la manière dont les marchés sont structurés est importante parce que derrière, on a des phénomènes de sous-traitance et si on essaye de faire les choses à moindre coût, derrière, en termes de conditions de travail, les conséquences peuvent être fâcheuses. Et puis, dans cette dimension environnementale, il y a aussi l'économie circulaire, dont on a beaucoup parlé. Et là, c'est pareil.
quand on va arrêter de détruire les bâtiments pour faire, par exemple, de la déconstruction soignée, comme ça a été évoqué, en termes de conditions de travail, ça veut dire qu'on ne peut plus utiliser des gros engins de chantier pour casser. Et donc, on va devoir à nouveau avoir des interventions manuelles pour démonter des éléments du bâtiment, pièce par pièce, etc. Ce qui veut dire, derrière, des manutentions, de la charge physique, etc. Donc, des enjeux de santé au travail. Et puis, la troisième dimension qui nous semble être relativement inéluctable, c'est un phénomène d'industrialisation. Et donc, avec d'une part le développement de la construction hors site, ce qui peut apporter un certain nombre d'effets bénéfiques en matière de conditions de travail. Oui, en termes de conditions de travail, pour les gens sur le chantier, si la solution arrive toute faite... C'est sûr que ça va modifier les conditions de travail, d'une part pour les opérateurs de production qui seront dans des ateliers, dans des usines où on peut évidemment mieux maîtriser l'environnement de travail et les risques. Et puis sur le chantier, ça va modifier les choses aussi, parce qu'on va avoir sans doute des chantiers qui peuvent être raccourcis, puis des problématiques de levage, etc., qui vont évoluer aussi avec ça. Puis alors forcément, il y a aussi après, parce qu'en termes de santé, sécurité et de prévention, on parle aussi forcément de tout ce qui est exploitation, maintenance. Alors ça, c'est après, on a également tiré des points d'interrogation, on va dire, des points de questionnement autour de 3 sujets qui nous paraissent être des vrais sujets d'interrogation pour demain. Le premier, c'est celui que vous citiez, c'est-à-dire, c'est déjà une préoccupation des préventeurs, mais c'est-à-dire la prise en compte des interventions ultérieures sur le bâtiment. Comment on conçoit le plus en amont possible des bâtiments en intégrant le fait que voilà, il y aura besoin d'accéder en toiture pour installer des panneaux photovoltaïques, comme on l'évoquait, ou d'autres équipements. Il y aura des agents qui vont être chargés de faire le nettoyage, la maintenance de ces bâtiments. Et comment il faut intégrer ces dimensions dès la conception pour faciliter les conditions de ces interventions ultérieures. Le deuxième sujet, c'est celui de la coordination des acteurs. Quand on parle de numérique, quand on parle d'économie circulaire, on voit bien qu'il va falloir trouver, il va y avoir nécessairement de plus en plus d'interactions entre des acteurs multiples. Et on sait que ces moments de coactivité où il y a différents acteurs sur les chantiers et dans les filières, c'est propice à la survenue d'aléas et donc de risques. Et puis le dernier point, c'est une interrogation autour qui porte plus sur les usages futurs des bâtiments, mais qui est plus tournée sur la question du changement d'affectation des bâtiments. On voit bien, c'est dans la logique d'économie circulaire et puis de non-artificialisation des sols. On voit de plus en plus des bâtiments qui vont changer d'affectation et donc qui n'ont pas été conçus en logement pour l'activité qui va y être réalisée. Effectivement, par exemple, on voit en ce moment à Paris des parkings souterrains transformés en entrepôts de logistique. Voilà, ça pose un certain nombre de questions de conditions de travail. D'accord. Merci beaucoup. Alors, peut-être juste, je vais me retourner vers vous trois pour la conclusion, justement, de cette séquence. Peut-être avec vous, Madame Chabroulet, sur... voilà peut-être un message que vous auriez aimé de faire passer aux gens qui vont justement maintenant utiliser eux-mêmes cette boîte à outils, qui vont s'emparer de cette boîte à outils. Qu'est-ce que vous auriez... quel message vous avez envie de leur donner ? Alors, je pense que votre question est compliquée. D'abord, la boîte à outils est très riche. Donc, j'ai évoqué tout à l'heure les fiches techniques derrière chacun des 22 facteurs. Donc, il y a énormément à aller trouver sur cette boîte à outils. Il y a un élément aussi qui est important et nous, il y a un sujet qui nous importe beaucoup, c'est le lien entre les modes de vie qui évoluent et les bâtiments. Et donc, il y a un outil qui est proposé dans une des sections de l'étude, qui est celui des personas. Donc, voilà, c'est quoi l'expérience utilisateur qui va être cherchée par les personnes physiques et aussi peut-être par les personnes morales que sont les sociétés. Voilà. Qu'est-ce qu'on va venir chercher comme vraie expérience
pour soi et pour ses clients dans les bâtiments. Donc ça, c'est vraiment un sujet, je pense, qu'on peut creuser en allant chercher dans ces différents scénarios. Et vous avez posé la question plusieurs fois, c'est est-ce que ça fait peur de voir ces scénarios? Est-ce que ça fait peur de voir le scénario de la pénurie ou celui de difficile de tout faire? Je crois que ce qui est important de retenir avec un outil comme celui-là, c'est qu'il donne justement des moyens, au moins des idées de moyens d'agir. Donc ça, je trouve que c'est un élément important. Et il vient avec un autre corpus d'études que je crois vont être mis aussi avec un certain lien. Donc il y a Transition 2050 qui a été évoquée. Il y a aussi d'autres études qui ont été très intéressantes, moi, qui m'ont beaucoup inspirée, qui ont été faites en 2020 sur les effets rebonds, par exemple, du télétravail, que j'invite vraiment à regarder parce qu'elles sont très intéressantes, l'effet rebond lié à l'énergie dans son domicile, lié à la mobilité, lié à l'utilisation du numérique. Donc voilà, on a un exemple aujourd'hui, le colloque est 100% en distanciel. On voit bien aussi tous les bénéfices que ça a. Voilà, j'aurais dû être au studio et je ne peux pas être au studio, mais je peux quand même être avec vous. Donc ça a des bénéfices. Donc c'est un peu ça le message, c'est que ça peut apporter des clés de lecture intéressantes et un partage qui, même si on peut penser que 22 facteurs, autant de paramètres, autant de scénarios, c'est pas si simple à partager avec une équipe et avec d'autres. En fait, c'est tout à fait possible puisque je pense qu'on est dans cette table ronde justement des exemples de réussite d'un partage qui est un partage qui est porteur de puisque ce que vous évoquiez aussi tout à l'heure, je pense ce que vous évoquiez aussi tout à l'heure qui est important, cette collaboration même en interne de l'entreprise finalement entre les collaborateurs et que ce soit aussi vos collaborateurs qui puissent s'emparer de ces sujets-là. Merci beaucoup Gwenaëlle, je me tourne vers vous Chantal. Donc justement, même question, un message à tous ceux qui nous écoutent et qui vont prendre maintenant possession de cette boîte à outils qu'on invite d'ailleurs à le faire. Les bâtiments de demain, effectivement, ce sont des bâtiments qu'on va construire dès maintenant. Ce seront aussi les bâtiments qu'on va rénover. Donc ça pose la question à des acteurs comme nous, comme EDF, de se dire mais comment peut-on aider notre client, celui qui se tourne vers nous pour nous poser des questions, comment est-ce que je peux rénover ma maison, de lui apporter les meilleurs éléments possibles et solutions possibles pour que justement son bâtiment en 2050 soit un bâtiment qui soit confortable, agréable, à un prix abordable. Et je pense que ça nous pousse à réfléchir différemment dans des contextes qui peuvent être très contraints et qui peuvent être, pour des tas de raisons, y compris financièrement, pour apporter les meilleures solutions possibles. Ça nous oblige à réfléchir aux ruptures. Merci beaucoup Chantal. Maintenant Marc, à vous. Peut-être en plus, j'ai envie de dire, c'est important, j'ai finalement eu envie de terminer par vous parce que quand on parle de santé et sécurité au travail, on parle de l'humain. Et aussi, on parle tous de l'humain, je ne sais pas ce que je veux dire, vous m'avez bien compris, mais voilà, on parle de l'humain et du coup aussi, voir ce prisme-là, c'est important. Et finalement, quel est aussi le message que vous avez envie de faire passer à ces gens qui vont prendre en main cette boîte à outils? Alors, le premier message, peut-être, c'est d'utiliser cette boîte à outils aussi pour les amener à regarder les choses qui sont en dehors de leur scope habituel. En dehors de notre bac à sable, comme on disait tout à l'heure. De ne pas voir que des futurs désirables, on va dire, de leur point de vue, mais de voir aussi, d'avoir une vision ouverte du champ des possibles et donc d'accepter qu'à un moment, il puisse y avoir des ruptures, il puisse y avoir des éléments qui puissent les mettre en difficulté et donc s'y préparer. Et puis, l'autre point qui me semble important, c'est la pluridisciplinarité, c'est de s'emparer de ces outils avec des acteurs d'horizons différents, de métiers différents, et d'arriver à faire en sorte que les uns et les autres tiennent compte des préoccupations des uns et des autres. C'est très important en matière de santé au travail, parce que si on ne prend des décisions qu'avec une optique de productivité ou qu'avec une court terme, je parle, ou qu'avec une optique de préservation de l'environnement, par exemple, on risque de passer à travers des questions de santé-sécurité au travail et on risque de générer des conflits, en fait, sur ces questions. Je peux prendre un exemple qui va parler à tout le monde. En ce moment, avec ce problème de Covid, on recommande à tous,
pour des raisons de santé, de ventiler au maximum les lieux de travail. Et on voit bien que ça vient télescoper aussi des objectifs d'économie d'énergie. Donc il faut arriver à trouver les solutions en tenant compte des contraintes des uns et des autres. Et ça, on peut le faire à travers de la pluridisciplinarité. Merci beaucoup. Je suis désolée de vous couper. On arrive à la fin de cette séquence. Je pense qu'on aura retenu l'idée de s'emparer de cet outil. Vous l'avez chacun, vous trois, fait différemment. Mise en place d'ateliers, accompagnement avec le CSTB et l'ADEME. Mais en tout cas, voilà, l'intérêt, c'est de se plonger dans tout ce travail-là. Ainsi s'achève cette séquence. Là, je pense qu'on aura vu que la richesse de ce travail on l'aura mis en avant. Elle est immense. Je pense qu'on l'aura démontré. On va faire une petite minute de le temps. Merci à vous deux qui étaient en plateau. Merci à Gabriel qui était à distance. Le temps d'une petite virgule et nous allons accueillir pour la conclusion de ce colloque, Jérémy et Alban qui pourront nous donner justement les résultats du sondage. Donc restez avec nous, qu'est-ce qu'ils auront pensé, et puis aussi la suite de cette démarche.